Ok, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Donc, je vais vous parler de toile cosmique, de ce qu'on appelle en fait le squelette cosmique. Et donc pour ça, j'ai divisé un petit peu ce séminaire en 3 parties. Donc ça va être essentiellement de la modélisation, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment, quand on est théoricien des grandes structures, on essaie de modéliser cette toile cosmique, comment on la comprend, comment on peut faire des prédictions de ce que l'on va observer dans le ciel. Et puis, dans la dernière partie, je vous expliquerai un petit peu comment on comprend aussi en quoi cette toile cosmique elle est importante pour comprendre la formation des galaxies. Donc, c'est un petit peu les 3 thèmes qui vont rythmer cette présentation. Et donc, comme je ne sais pas exactement ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, je vais faire quelques rappels peut-être un petit peu au début et puis essayer d'aller un petit peu plus dans le détail au fur et à mesure de la présentation. Donc pour commencer, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Donc vous le savez, on est en train de parler de toile cosmique, c'est-à-dire le fait que quand on regarde la distribution de galaxies dans l'univers, donc ici chaque point noir est une galaxie, on voit que ces galaxies, ce ne sont pas de simples petites îles qui seraient réparties de façon uniforme dans l'univers. En fait, elles forment une structure, il y a une structuration de la distribution de galaxies à grande échelle. Donc c'est quelque chose que l'on sait depuis longtemps. Vous avez par exemple cette première observation dans les années 80 ici, avec le CFA, où on s'était rendu compte justement du fait que les galaxies ont l'air de suivre un motif bien particulier. Donc bien sûr, aujourd'hui, la vision qu'on en a, elle est bien plus détaillée. Vous avez un petit peu, voilà ici, une image de ce que l'on est capable d'observer aujourd'hui, avec encore une fois chaque point une galaxie. Et vous voyez cette structuration de la distribution de galaxies. Donc on parle souvent de toile cosmique, en référence à une sorte de toile d'araignée géante que l'on pourrait observer dans le ciel. On parle aussi de mousse cosmique des fois, comme si on avait des bulles de savon qui correspondraient à ces grands vides de galaxies que vous voyez ici. Donc cette toile cosmique, je vous le disais, elle est constituée de grands vides, comme ceux que vous avez là. Ces vides, ils sont entourés de ce que l'on va appeler des murs. Donc les murs, c'est un petit peu les parois des bulles de savon, si vous voulez en avoir une image. Ces murs, ils s'intersectent pour former des filaments. Donc vous voyez ces filaments de galaxies qui eux-mêmes vont s'intersecter au nœud de cette toile cosmique où on va retrouver en fait les amas et superamas de galaxies. Ok, donc cette structuration, on la voit dans les observations et on la voit dans nos simulations numériques. Je pense que vous en avez aussi entendu parler. Donc vous avez ici par exemple une simulation de matière noire où on voit justement la formation de cette toile cosmique avec la matière qui en fait s'échappe des vides pour rejoindre les murs, les filaments et puis va ensuite couler à l'intérieur des filaments pour rejoindre les nœuds de la toile cosmique. Donc c'est simplement en fait en utilisant le modèle concordant de la cosmologie, ce modèle lambda CDM, qu'on est capable très naturellement de prédire l'apparition de cette toile cosmique. Alors revenons un petit peu plus dans le détail sur l'origine de cette toile cosmique. Donc, on part de ce que je vais appeler les conditions initiales ici, c'est-à-dire des petites fluctuations primordiales de densité dans l'univers quand il était encore très jeune. Vous reconnaissez par exemple ici le fond diffus cosmologique tel qu'il a été imagé par Planck récemment. Donc ce que vous voyez ici, ce sont des fluctuations de température, mais qui correspondent à des fluctuations de densité dans l'univers jeune. Donc ce sont des fluctuations qui sont toutes petites. Là, vous avez des fluctuations par rapport à la moyenne qui sont de l'ordre de 10-5. Donc vraiment des fluctuations très petites. Mais ces fluctuations vont ensuite croître sous l'effet de la gravité dans notre univers en expansion et donner naissance à cette toile cosmique que l'on observe aujourd'hui avec cette fois-ci des fluctuations de densité qui sont plus de l'ordre de 10-5, mais comme vous l'avez vu, qui sont bien plus grandes. Donc d'un point de vue théorique, on a des modèles de l'univers primordial qui vont prédire la statistique de ces fluctuations initiales que vous voyez ici. Donc il s'agit ensuite d'évoluer les caractéristiques de ces fluctuations initiales avec notre modèle cosmologique pour être capable de faire des prédictions de ce que l'on observe aujourd'hui dans le ciel. Donc ici, je voudrais juste insister un petit peu sur quelque chose qui va peut-être être évident pour beaucoup parmi vous, mais je voudrais quand même le rappeler, qui est le fait que quand on fait de la théorie en cosmologie, comme ça, ce que l'on prédit, ce sont vraiment des quantités statistiques. On ne fait pas des prédictions objet par objet. Donc on va être capable de prédire quelle est la statistique, donc la probabilité d'observer une région un peu surdense ici, par exemple, avec tel contraste de densité. Quelle est la probabilité d'observer 10 galaxies dans cette région du ciel, mais on ne va pas prédire est-ce qu'on va avoir une voie lactée à tel endroit, par exemple.
D'accord? Donc, juste une petite illustration peut-être. Donc, si on commence par ces conditions initiales, alors ici, donc, dans les conditions initiales, d'un point de vue mathématique, ce que l'on dit, c'est qu'on a un champ aléatoire. Donc, c'est une variable aléatoire qui prend certaines valeurs, donc le champ de densité initiale, ce qu'on va appeler un champ aléatoire gaussien, puisque avec Planck, on sait maintenant qu'il est gaussien de façon très très précise. Et donc, s'il est gaussien, si vous connaissez un petit peu de théorie des probabilités, ce qu'on appelle un champ aléatoire gaussien, c'est un champ aléatoire qui va être complètement décrit, donc sa statistique est complètement décrite par ce qu'on va appeler la fonction de corrélation à deux points, ou le spectre de puissance en espace de Fourier. Donc cette fonction de corrélation, je pense que vous en avez entendu un petit peu parler au cours de cette série de cours. Donc par exemple, si on pense à la distribution de galaxies, on est en train de regarder quelle est la probabilité d'observer deux galaxies séparées par une certaine distance comparée à une distribution de Poisson où on tirerait des galaxies de façon un petit peu aléatoire et indépendante comme ça dans l'univers. Donc ça, c'est pour les conditions initiales. Et donc, par exemple, ici, vous avez des mesures faites par Planck sur ces conditions initiales. Et donc, vous voyez que ce qu'on va mesurer dans une carte comme celle-ci, ça va être donc cette fonction de corrélation, ou le spectre de puissance, que l'on représente ici sous la forme de ce qu'on appelle des CL ou des DL ici. C'est exactement le spectre de puissance dont je parlais ici. Donc, on mesure cette quantité parce qu'elle contient toute l'information. Et vous voyez que la prédiction théorique qui est en verte, c'est non seulement une ligne, donc la prédiction de la valeur attendue de cet observable, mais on a aussi une petite r, parce qu'on prédit non seulement la valeur attendue, mais aussi la variance, ce qu'on appelle la variance cosmique, du fait qu'on va observer un seul univers, on va faire des mesures dans un volume fini, et donc on s'attend à ce qu'il y ait des fluctuations de cette quantité, par exemple. Donc ça, ce sont les conditions initiales de l'univers que l'on connaît très bien. Maintenant, la gravité fait son œuvre. Vous le savez, les équations qui vont régir l'évolution de ces champs, c'est ce qu'on appelle le système de Vlasov-Poisson, sont des équations qui contiennent la gravité qui sont très non linéaires. Très non linéaires, donc des non-linéarités apparaissent et le champ devient donc non gaussien par ce processus-là. Vous voyez, cette distribution de densité, elle est très différente de ce que l'on pouvait voir initialement qui était gaussien. Ici, on a un champ qui en fait devient non gaussien. Donc, comme je ne sais pas à quel point la notion de gaussien et non gaussien est évidente pour vous, je voulais juste revenir un tout petit peu sur ça de façon un peu plus détaillée. Donc, une façon de voir ce que cela signifie, c'est de regarder par exemple la distribution de probabilité de ce champ de densité. Donc, ça, c'est la probabilité avec laquelle je vais observer une partie de l'univers avec une certaine densité. Donc, quand on est gaussien, comme c'est le cas ici dans les conditions initiales, cette distribution de probabilité, c'est une gaussienne par définition. Donc, une gaussienne, c'est cette fonction ici que vous voyez, donc cette forme de cloche que vous voyez ici. À mesure que le temps passe, donc on évolue vers cette situation ici, des non-linéarités apparaissent et le champ va devenir de plus en plus non gaussien. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus cette courbe en cloche très symétrique, on a une asymétrie qui apparaît. Cette courbe, elle est décalée vers des petites valeurs. Ce qui se passe en fait ici, c'est qu'on a les vides cosmiques qui deviennent de plus en plus gros et les pics, au contraire, qui deviennent de plus en plus denses mais de plus en plus concentrés. Donc c'est exactement ce que vous voyez ici. Si vous prenez une localisation aléatoire dans l'univers, vous avez de plus en plus de chances de tomber sur un vide, puisque les vides occupent de plus en plus de place. Et donc le maximum de cette distribution est vers des valeurs de plus en plus petites. Donc voilà un peu comment on passe d'une situation où on avait un champ complètement gaussien à un champ qui est maintenant non gaussien. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les observations. Par exemple, ici, vous avez cette distribution de densité de galaxies, donc à bas redshift, observée. Et donc, si c'était gaussien, on aurait la courbe qui est violette ici. Et en fait, vous voyez que les observations montrent bien qu'on a une distribution qui devient non gaussienne. En fait, elle est quasiment log normale. D'accord. Donc le champ évolue. On arrive à cette structuration que vous voyez sur cette simulation numérique. Et donc je voulais insister ici sur le fait qu'on a donc cette matière qui va s'échapper des vides, rejoindre les filaments, rejoindre les nœuds, et que ce processus, c'est un processus qui apparaît à toutes les échelles et à tous les temps.
Donc, vous avez entendu parler de formation hiérarchique des structures. Ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord former des structures de taille assez petite, qui vont ensuite fusionner pour former des structures de plus en plus grosses. Et donc on est en train de former des amas de plus en plus gros qui eux-mêmes vont fusionner pour former des amas encore plus gros. Alors, je vous ai un peu expliqué les ingrédients de base qui nous permettent de comprendre la formation de cette toile cosmique, mais quand on parle de compréhension, on a envie d'avoir un modèle qui nous permette vraiment de comprendre pourquoi est-ce que cette toile cosmique complètement connectée, ces grands vides, ces grands filaments qui les entourent, comment est-ce qu'ils émergent? Et donc cette compréhension de ce processus de formation de la toile cosmique, cette compréhension, elle remonte déjà il y a quelques années, donc je n'ai pas du tout le temps de faire une revue complète, mais je voulais juste vous parler un petit peu de quelques points saillants qui nous ont permis de comprendre la formation de cette toile cosmique. Et en particulier, il y a eu des travaux, notamment d'un physicien russe, qui a été très important dans ce domaine, qui est Yakov Zeldovich, qui nous a permis de comprendre que de façon très typique, la gravité, elle va avoir un effet qui est anisotrope. Donc on va avoir tendance à former des structures anisotropes, des objets un peu aplatis, un peu allongés. Donc pour vous expliquer ça un petit peu plus en détail, il faut revenir à ce qu'on appelle la dynamique lagrangienne. Donc quand on fait de l'hydrodynamique, pas forcément dans le contexte cosmologique, de l'hydrodynamique en général, vous savez qu'il y a toujours deux points de vue qu'on peut utiliser, un point de vue qui est eulérien, où on se dit, on va regarder comment ce fluide évolue en faisant une grille et en regardant comment les quantités sur cette grille vont évoluer au cours du temps. Donc ça veut dire que je prends des éléments qui sont de volume constant et je vais regarder des champs comme le champ de densité et son évolution. Le point de vue opposé, c'est le point de vue lagrangien, où au lieu d'avoir une grille fixe et de regarder au travers de ce référentiel fixe, on va avoir des particules et on va suivre en fait le fluide et son évolution. Donc ici, on s'intéresse en fait à des particules que l'on va placer initialement et dont on va étudier le déplacement. Donc la quantité importante ici, c'est de regarder le déplacement des choses. Donc par exemple ici, vous voyez, j'ai mis des points régulièrement alignés et on va regarder comment ces points évoluent avec le temps. Donc ça, c'est très important. Il y a eu beaucoup de travaux pour étudier la dynamique eulérienne des grandes structures, mais en fait, c'est en utilisant ce point de vue-là qu'on peut comprendre spécifiquement la toile cosmique. Donc là, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail des équations, je ne pense pas que ce soit le lieu ici, mais je voulais juste vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc derrière, ce qu'on va faire, c'est une théorie des perturbations, puisque c'est de cette façon-là que l'on étudie les grandes structures. Donc on regarde le début de la formation des structures, quand l'amplitude des fluctuations n'est pas trop grande. On fait des théories des perturbations, et donc dans ce contexte, la quantité qu'on regarde, c'est le déplacement, je vous l'ai dit. Donc on va regarder des petits déplacements. Et donc en fait, le premier ordre, l'ordre linéaire de cette théorie des perturbations, ça va être de regarder tout simplement des déplacements qui sont en ligne droite. Donc on va regarder des trajectoires en ligne droite, c'est vraiment la première étape du mouvement. Ensuite, bien sûr, les mouvements vont avoir une certaine courbure, mais là déjà, simplement, on va déplacer tous les points en ligne droite. Donc si on fait ça, on peut écrire les équations, c'est en fait assez simple. Et quand on déroule toutes les équations, ce déplacement en ligne droite, il nous prédit une certaine densité qui est écrite ici. Cette densité qui est prédite au premier ordre, c'est tout simplement la densité moyenne de l'univers, divisée par ce produit de trois nombres que vous voyez ici. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a ici une fonction qui s'appelle le taux de croissance des structures ici, qui vaut simplement 0 au début et qui va augmenter avec le temps. Et puis, on a une quantité ici qui est lambda I, qui correspond à l'asymétrie initiale, l'anisotropie initiale. Donc, pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe, on peut prendre l'exemple d'une petite fluctuation qu'il y aurait dans les conditions initiales. Donc, on s'imagine une petite fluctuation, elle ne va pas être sphérique typiquement, elle va avoir une certaine forme. Donc, vous pouvez vous imaginer une sorte d'ellipsoïde à 3 dimensions, qui a donc 3 axes de grandeurs différentes. En fait, ces lambda I, ces courbures, sont reliées à la taille de ces axes. Donc l'axe de votre ellipsoïde primordial. Et donc ce que cette formule elle dit, finalement, c'est que quand vous regardez votre petit ellipsoïde primordial, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à vous effondrer suivant l'axe le plus petit. Alors vous commencez à vous effondrer suivant un axe. Ça veut dire que vous passez d'un ellipsoïde à une structure qui va être aplatie, qui va un petit peu ressembler à un mur finalement.
C'est ça qu'on a appelé les pancakes de Zeldovich. La deuxième étape, ça va être de commencer à s'effondrer suivant le deuxième axe. Et donc là, vous passez d'une forme un peu aplatie à quelque chose qui est en fait allongé, un petit peu comme un cigare, et qui ressemble fortement à un filament. Et puis la dernière étape, c'est de commencer à s'effondrer suivant le dernier axe et à former petit à petit une structure qui est complètement liée et qui va être finalement un halo de matière noire. Donc vous voyez qu'avec ces petites idées qui sont en fait toutes simples si vous les écrivez, on arrive à comprendre comment, de façon très classique, la gravité va produire des structures anisotropes, des formes un peu aplaties, des formes un petit peu allongées, qui ressemblent bougrement à ce qu'on va pouvoir appeler des murs et des filaments de la toile cosmique. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Zeldovich et ses idées qui nous parlent de l'anisotropie des grandes structures de l'univers. Ça je vais passer. Mais bien sûr, dans ce que je viens de décrire, on a des genres de cigares, des genres de formes un peu aplaties, mais tout cela est très déconnecté. Alors que ce qui est frappant quand on regarde la toile cosmique, c'est le fait que cette toile cosmique, elle est complètement connectée. Ce sont des filaments qui sont tous connectés les uns aux autres, qui entourent les vides, etc. Et donc pour comprendre cette structure multiconnectée, cette toile cosmique, il faut en fait attendre les années 90 et ce travail qui a été fondateur de Bond, Kaufman et Pogosyan, qui pour la première fois a vraiment montré d'où provient cette structure multiconnectée. Et en fait l'idée est rétrospectivement comme toujours assez simple, cette toile cosmique, elle est déjà là dans les conditions initiales. Et en fait, elle est cachée dans les anisotropies, les asymétries de ce champ primordial. Alors, pour vous en dire un petit peu plus, ce qui se passe, peut-être je vais garder encore un tout petit peu l'image qu'il y a ici. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans cette carte, on a des fluctuations qui sont toutes petites, mais même si elles sont toutes petites, il y a quand même des pics. Et il y a des pics qui sont aussi très rares. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les pics très rares, même s'ils sont tout petits à ce moment-là, petit à petit, ils vont pouvoir amasser toute la matière autour d'eux et former, de façon non linéaire, les grands amas que l'on voit aujourd'hui. Donc en fait, les pics de densité initiaux vont donner naissance aux nœuds de la toile cosmique que l'on observera plus tard. Ce qui se passe, c'est que ces pics, typiquement, ils ne vont pas être sphériques. Ils vont aussi avoir une certaine forme, une certaine asymétrie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette carte, de façon très typique, on va avoir des pics qui vont tendance à avoir une forme, une élongation, les uns vers les autres. Donc ce pic-là, il va avoir tendance à s'allonger un petit peu vers celui-là, par exemple. Et le fait que ces pics aient une forme comme ça, qui soit l'une vers l'autre, ça va créer ce qu'on appelle des ponts de corrélation. Donc on va créer des ponts de corrélation entre ces pics. Et c'est ça qui va en fait devenir les filaments de la toile cosmique. Donc ça, c'était une très jolie idée. Encore fallait-il démontrer que c'était vraiment ce qui se passait. Et donc pour démontrer que c'est bien la bonne explication, voici la petite expérience qu'ils ont faite. Ils ont généré, disons, des conditions initiales pour l'univers. Donc ça, c'est une boîte avec une certaine condition initiale pour le champ de matière cosmique. Donc là, vous voyez un isocontour à une certaine hauteur. Et ils se sont dit, maintenant, je peux peut-être dupliquer cette boîte et ne garder qu'une partie de l'information. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder juste les pics, qui devraient être probablement les nœuds de ma toile cosmique, et je vais voir si juste connaître les pics, ça suffit à avoir la bonne toile cosmique. En fait, quand on dit garder juste les pics, donc là par exemple, ils ont gardé 20 pics, c'est pas seulement la localisation des pics qui compte. C'est leur localisation, oui, mais aussi leur hauteur. On veut savoir à quel point ces pics vont être massifs et vont pouvoir engendrer des nœuds, des amas plus ou moins massifs. Donc leur hauteur, mais aussi, je vous l'ai dit, ce qui compte, c'est l'asymétrie, donc la forme de ces pics. Donc ce qu'ils gardent, c'est ce qu'ils appellent des pics patch, c'est-à-dire la localisation de ces 20 pics, leur hauteur et leur asymétrie, donc la direction en fait de ce pic, on pourrait dire, sa forme. Donc ils gardent juste cette information et ils jettent tout le reste. Puis après, ils génèrent quelque chose d'aléatoire entre ces pics. Et maintenant, ils se disent, on a deux choses différentes. Les seuls endroits où ce sont les mêmes, c'est par le fait qu'il y a les mêmes pics avec les mêmes formes. Tout le reste est différent. Alors, voyons comment ces deux cubes d'univers évoluent. Voilà comment ils évoluent.
Donc vous voyez en fait là, ici, la toile cosmique qui commence à se former. Et ce que vous voyez, c'est que c'est quasiment la même chose dans les deux cas. Donc en fait, la toile cosmique, dans ce cas-là ou dans celui-ci, est la même parce que les pics initiaux sont les mêmes, ils ont la même forme et la même hauteur. Donc c'est vraiment une illustration ici du fait que dans le contexte de la toile cosmique, il y a plusieurs choses importantes pour la comprendre. En particulier, on voit que tout ce qui va tourner autour de la théorie des pics va être absolument central, et aussi de la théorie des champs contraints. C'est vraiment les deux ingrédients clés dans ce contexte. Donc voilà, avec ces deux travaux, il y en a eu bien d'autres, mais je n'ai bien sûr pas le temps de parler de tout. On a vraiment maintenant une image de ce qui se passe et de comment comprendre la toile cosmique, et surtout cette toile cosmique multiconnectée, comme je vous le disais. Alors maintenant, on peut passer au point numéro 2 que je voulais aborder aujourd'hui, qui va être... Donc, je vous ai parlé un petit peu de toile cosmique, mais est-ce que je vous ai vraiment défini ce qu'était ce squelette, cette toile cosmique? Pas vraiment en fait, et donc c'est ce sur quoi je voudrais revenir maintenant. Je voudrais vous définir un petit peu plus qu'est-ce que c'est que ce squelette des grandes structures dont je suis en train de parler. En fait, une façon de le voir, donc c'est ce qu'on a appelé le squelette, c'est de faire les choses de la façon suivante. On a des cartes de densité. Donc, par exemple, ici, c'est projeté à 2 dimensions pour que ce soit plus facile, mais vous voyez des endroits où on a des régions un petit peu plus denses, donc des pics ici, des endroits un peu moins denses, des vides en bleu ici. Et donc, en fait, ce qu'on va appeler un filament dans ce contexte, c'est qui va être une définition mathématique précise de ce que l'on entend par filament, ça va être de dire on va suivre les lignes de crête d'un paysage montagneux. Alors en maths, qu'est-ce que ça veut dire suivre les lignes de crête? Ça veut dire qu'on va rejoindre les pics du champ de densité en suivant ce qu'on appelle les lignes critiques, c'est-à-dire en suivant le gradient ici du champ. Et donc on va passer par les points sels. Donc on relie les pics au travers des points sels du champ en suivant le gradient. Alors peut-être, je vous ai parlé très rapidement de lignes de crête, donc où est le rapport? Donc ici vous avez un massif montagneux, donc autour de Méribel par exemple. Donc, on est en train de parler d'un minimum, donc qui est ici. Ça, c'est le minimum, le bas de la vallée. On est tout au fond de la vallée ici. Et donc, les lignes de crête, c'est quoi? Ça va être, on va regarder les pics, donc les différents cols, et on va relier ces cols en suivant ce chemin de crête que vous voyez ici. Donc, un chemin de crête, c'est quoi? C'est un endroit où, si je fais un pas de ce côté, je vais tomber au creux de cette vallée-là. Si je fais un pas de l'autre côté, je tombe au creux de la vallée qu'il y a derrière et qu'on ne voit pas ici. Donc ce qui va définir cette ligne de crête, ça va être en fait de regarder tous les points de la montagne qui sont tels que si je verse un peu d'eau par exemple, alors l'eau va tomber au fond de cette vallée jusqu'à ce minimum-là. Donc en fait à chaque minimum, on peut associer ce qu'on va appeler un bassin versant, on appelle ça un void patch en anglais, et le contour, la frontière de ce bassin versant va définir les lignes de crête, va définir ce qu'on pourrait appeler le squelette, les filaments de la toile cosmique. Donc vous voyez que cette ligne verte, ce chemin de crête, il passe en effet par tous les cols. Et entre chaque col, il y a bien un point sel. Par exemple ici, vous voyez 2 maxima successifs avec un point sel au milieu. Donc voilà un petit peu, de façon un peu plus rigoureuse, mathématiquement, ce que l'on entend par squelette de la toile cosmique. Donc tout ça, c'est basé sur ce qu'on appelle la théorie de Morse, en fait, en mathématiques. Donc ici, vous pouvez voir exactement ce qu'on voyait avec l'image précédente de la montagne. C'est exactement la même chose. Les flèches qu'il y a ici, c'est le gradient. Et donc avec toutes ces idées-là, vous voyez qu'on peut définir, par exemple, des algorithmes qui vont nous permettre, à partir d'une simulation ou à partir d'observations, de pouvoir extraire exactement ce que sont les filaments, ce que sont les murs, ce qu'est le squelette des grandes structures en utilisant cette définition mathématique. Donc on va pouvoir écrire des algorithmes, par exemple, pour extraire le squelette. Et souvent, ces algorithmes, pas toujours, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais certains d'entre eux, un grand nombre, sont basés sur ce qu'on appelle du water shading. Donc ça, c'est vraiment l'idée que j'évoquais en fait tout à l'heure, où on va essayer tout simplement de remplir ces bassins versants. Et en remplissant ces bassins versants, on va réussir à paver l'espace pour former petit à petit ce squelette. Donc, je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation de ce type d'algorithme. Donc ici, ça utilise ce qu'on appelle le squelette global qui a été développé par Thierry Sousby et ses collaborateurs.
Donc ici, vous êtes par exemple à 2 dimensions, vous avez un champ qui est visiblement gaussien, et donc en rouge des zones un peu plus denses, en bleu des zones un peu moins denses, et en noir, vous avez le résultat de cet algorithme du squelette qui va définir ce que l'on va appeler des filaments. Vous voyez, ce sont vraiment des lignes qui rejoignent tous les maxima du champ, tous les pics, en passant par des poincelles. Par exemple, ici, vous avez un poincelle. Donc, juste pour détailler un tout petit peu plus comment l'algorithme fonctionne, donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va regarder le gradient. Donc, je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est la pente, les gradients. Donc, on va regarder les gradients, et pour chaque minimum, on va regarder, disons, colorier la partie de l'espace qui est telle que tous les points, si on lâche un petit peu d'eau, l'eau va tomber jusqu'au minimum. D'accord ? Donc tous les points pour lesquels le gradient est tel qu'on va se ramener au minimum au milieu. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir un pavage de l'espace, comme est représenté ici. Et en prenant ensuite les frontières de ce pavage, on va pouvoir définir le squelette. Donc les lignes noires que vous voyez ici sont exactement les bords du pavage qu'il y a ici. Donc vous voyez, ces lignes noires, elles passent bien au travers des maxima qui sont en rouge, en passant par les points verts qui sont les poincelles. Et donc c'est comme ça qu'on peut obtenir ce que je vous ai montré précédemment. Donc ça, c'est à 2 dimensions, c'est très visuel. À 3 dimensions, c'est un petit peu plus difficile de se représenter les choses, mais on peut faire exactement la même chose. Donc vous avez par exemple ici à 3D, vous voyez en fait les murs ici qui sont définis par ce même algorithme, et puis vous avez les filaments qui sont les croisements de ces murs. Ici, un exemple sur une simulation de matière noire, où vous avez la distribution donc, de matière sous-jacente, et par-dessus, on a mis les lignes qui représentent ce squelette. Je ne vous ai pas dit, mais il y a beaucoup d'images que je montre qui ne sont pas du tout de moi, mais qui sont de mes collaborateurs. Donc je m'excuse en avance parce qu'il n'y a pas tous les crédits sur les images. Donc il y a beaucoup de ces images qui sont faites par en particulier Christophe Pichon, Dimitri Pogosian, Thierry Sousby, Yoann Dubois et beaucoup d'autres. Donc un autre exemple ici, où là vous avez le squelette également dans une simulation cosmologique, donc le squelette des grandes structures. Et en fait, il y a plusieurs couleurs, plusieurs squelettes, parce qu'on représente à des temps différents. Donc là, ça vous permet de voir comment le squelette de l'univers évolue au cours du temps. Je crois qu'il y a même une petite animation peut-être, où vous pouvez le voir tourner, voilà, pour vous représenter un petit peu mieux les choses. Finalement, il ne bouge pas beaucoup, en fait, ce squelette. Il est assez stable. En particulier, les points d'ancrage ne bougent pas beaucoup comme on peut s'y attendre, en fait, d'un point de vue théorique. Donc, ces idées de théorie de Morse, elles nous permettent d'écrire des algorithmes, de pouvoir extraire ces grandes structures de l'univers, des simulations, je vous l'ai montré, mais j'aurais pu vous montrer aussi des exemples sur des observations. Ce qui est plus difficile avec des observations, c'est qu'on n'a pas des champs qui sont continus. On va observer des galaxies, par exemple. Donc, c'est des processus qui sont ponctuels, c'est des ensembles de points. Et tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, on ne regarde que des champs qui sont continus ici. La théorie de Morse, c'est une théorie de fonctions qui sont très continues. Donc ça ne s'applique pas dans le cas où on va avoir des ensembles discrets. Mais en fait, tout ce que j'ai dit, ça peut se généraliser au cas discret. Donc c'est ce qu'a fait Thierry Sousby en 2011 avec le squelette qu'il a appelé le squelette persistant. Donc toutes les idées sont qualitativement les mêmes. En pratique, tout est beaucoup plus difficile. Donc il faut faire de la topologie discrète, définir des gradients discrets, avoir des complexes de Morse-Mel. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire que c'est possible. Et donc, je vais juste vous montrer un petit exemple. Là, par exemple, on a une simulation numérique où on dessine, par exemple, le squelette des galaxies ici en noir. Et puis, ici, vous avez les murs. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça tourne un peu. Vous avez les murs aussi dans cette simulation. Donc ça, c'est la simulation Horizon AGN qui a été faite par Yoann Dubois à l'IAP. Et donc, la dernière chose que je voulais dire à propos de ce squelette cosmique, c'est que toutes ces idées que j'ai développées, bon, c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre un petit peu physiquement ce qui se passe, d'avoir une représentation mentale, mais c'est aussi très important parce que ça nous permet d'avoir une théorie qu'on peut écrire. Donc, bien sûr, je ne vous montrerai pas les équations, mais qui nous permet de faire des prédictions théoriques sans avoir besoin de simulation numérique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie locale du squelette. Et tout ça, ça nous permet de faire des prédictions pour plein de choses différentes. Par exemple, on peut prédire le nombre de pics auxquels on s'attend dans l'univers, donc le nombre de nœuds de la toile cosmique, la longueur des filaments, la courbure de ce squelette, la surface des murs, ou encore la connectivité. Ce que j'appelle la connectivité, c'est par exemple compter un nœud de la toile cosmique, à combien de filaments
il est connecté. Donc tout ça, c'est des choses qu'on est capable de prédire. Alors je ne vais pas vous montrer les équations, mais je voudrais juste vous expliquer un tout petit peu comment ça marche. Donc l'idée de ce squelette local, c'est de dire qu'en fait, pour définir la contrainte qui correspond à être sur le squelette, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, si je me balade sur ce filament, sur ce brin de squelette en orange ici, ce qui se passe, c'est que je suis en train de suivre le gradient. Donc en fait, ce que je veux, c'est que finalement la direction du gradient soit alignée avec ce qu'on pourrait appeler, ce qui est, disons, une direction propre du tenseur de courbure ici. Donc ça veut dire le tenseur de courbure, c'est le tenseur des dérivées secondes de ce champ qui définit la courbure. Et on veut que le gradient, la pente, soit une direction propre de ce tenseur ici. Donc en fait, la contrainte pour être sur le squelette, c'est cette contrainte-là. Il y a d'autres petites choses à ajouter que je vais omettre ici par simplicité, mais disons qu'on sait l'écrire. Et vous voyez que cette contrainte, elle dépend en fait que de deux choses. Elle dépend des dérivées secondes du champ de densité et des dérivées premières. Et ça, c'est quelque chose que l'on connaît très très bien quand on fait de la cosmologie, parce qu'on connaît par cœur la théorie des pics, qui est utilisée depuis très longtemps en cosmologie. Et donc, si on connaît la théorie des pics, on sait faire une théorie du squelette et on sait faire des prédictions. Alors, je voulais juste vous dire un petit mot sur cette théorie des pics avant de passer à la suite. Donc, cette théorie des pics, ce n'est pas du tout quelque chose qui est spécifique à la cosmologie, ça a été développé depuis longtemps, en particulier dès les années 40. Kac, Rice, par exemple, ont commencé à étudier des pics déjà dans des signaux à une dimension. C'était en particulier très important dans tout ce qui est théorie de la communication, des signaux électroniques, par exemple. Donc, vous avez un exemple ici où on cherchait à savoir quand est-ce qu'on croise un certain seuil, combien il y a de pics, comment ces pics sont corrélés entre eux, etc. Ensuite, dans les années 50, Longuet-Higgins a développé ce formalisme au cas 2D. Mais alors, son contexte à lui, c'était en fait le contexte des vagues, donc des ondes océaniques à la surface des océans, comme vous avez sur cette image, où il cherchait à comprendre, par exemple, quelle était la distance typique entre deux creux, la forme de ces crêtes, etc. Donc ça, c'était dans les années 50. Et puis ensuite, donc, ça a été importé en cosmologie. On est passé à 3 dimensions, et en particulier avec des gens comme Doroskevich. Et puis ensuite, ce papier qui est vraiment un papier séminal de Bardeen, Bond, Kaiser et Salé, qui a vraiment importé ça en cosmologie. Donc cette théorie des pics, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous explique comment on peut comprendre totalement où sont les pics dans un champ de densité, combien il y en a en particulier. Donc sans vous montrer comment on fait, par exemple, si on prend le cas d'un champ gaussien à 2 dimensions, on sait exactement combien on va avoir de pics ou de minima, donc de maxima ou de minima. On sait exactement combien on va avoir de points SEL. Donc SAD, c'est pour saddle point ici. En particulier, il y a une chose que vous pouvez retenir déjà et qui nous sera utile dans la suite, qui est le fait que dans un champ gaussien à 2D, le nombre de points SEL est toujours le double du nombre de pics. Donc ça paraît anecdotique, mais vous allez voir que ça va être très important pour la suite. Puis à 3D, on est aussi capable de le faire. Bon, il y a des racines de 15, mais c'est possible. Alors ça, c'est le nombre total de maxima, de minima, de points SEL dans un champ. Vous pouvez aussi vous intéresser à quelle est la hauteur de ces objets. Et donc ici, vous avez exactement ça. Donc la distribution de hauteur, nu, c'est la hauteur de ces objets-là. Donc par exemple, les pics, là, les maxima qui sont en vert ici, vous voyez leur distribution. Donc vous voyez qu'il y a des pics qui peuvent avoir des hauteurs très différentes. En général, ce sont des hauteurs positives, on regarde des fluctuations par rapport à la moyenne, mais des fois, on a des pics qui sont sous-denses. Ça va être par exemple un petit pic dans un grand vide. Là, vous avez la distribution des filaments, des murs ou encore des minima. Donc tout ça, c'est des choses qu'on sait très bien faire, en tout cas pour les champs gaussiens. Et en fait, on sait aussi le faire quand les non-gaussianités ne sont pas trop fortes. Donc, quand l'évolution non linéaire n'a pas trop opéré. Donc ici, par exemple, c'était un papier de mon collègue Christophe Gay, où il calculait exactement donc, les nombres de, encore une fois, pics, filaments, murs et vides en fonction de leur hauteur, cette fois-ci quand le champ est un petit peu non gaussien. Donc on passe du pointillé ici, qui est le résultat connu depuis très longtemps sur les champs gaussiens, à cette courbe noire ici, qui est le cas où il y a des non-gaussianités qui apparaissent, ce qui va être le cas dans l'univers. Donc ça, c'est des nombres de points critiques, donc de pics, de vides, de murs, de filaments. Et je vous l'ai dit, ce même genre de technique, ça va s'appliquer aussi pour comprendre les filaments eux-mêmes, le squelette.
Donc, par exemple, ici, dans le même papier, ils ont pu calculer quelle était la longueur typique des filaments en fonction de leur hauteur. Donc, c'est ce que vous avez en bleu ici. Donc, vous êtes capable de dire, dans un univers avec un certain modèle cosmologique, voilà typiquement quelle va être la hauteur des filaments, donc la longueur, pardon, des filaments en fonction de la hauteur. Donc tout ça, c'est des choses qu'on maîtrise très bien, en tout cas à suffisamment grande échelle. Et donc je voulais aujourd'hui parler un tout petit peu plus en détail d'un volet particulier qui concerne la toile cosmique, qui est la connectivité. Parce qu'en fait, ça, c'est un objet qui intéresse beaucoup de gens depuis longtemps, mais en fait, c'est uniquement cette année qu'on a été capable de publier les premiers résultats théoriques. Donc la question qu'on se posait, c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je regarde un nœud de la toile cosmique, combien de filaments se connectent à ce nœud-là? Donc par exemple, sur cette petite image à 2D, si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a 4 branches de filaments qui partent, ici il y en a 5. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un algorithme qui permet de détecter les filaments, donc par exemple Disperse, qui a été fait par Thierry Sousby, qui est ce squelette persistant dont je parlais tout à l'heure. Vous générez des champs et puis vous faites la mesure. Donc ici, par exemple, pour des champs gaussiens à 2 dimensions, donc là j'ai juste un petit peu changé la statistique de ce champ, mais ça n'a pas d'importance, j'ai mesuré quelle était la connectivité moyenne dans ce champ. Et en fait, ça a l'air d'être tout le temps 4. Alors 4, c'est bien parce que c'est très visuel. Si vous êtes à 2D et que vous avez 4 voisins, ben, tout simplement, vous en avez un en haut, un en bas, un à droite, un à gauche. Donc c'est tout simplement un réseau cubique très simple, en moyenne. Alors, qu'est-ce que c'est à 3D? À 3D, vous pouvez vous dire, si c'est 4 à 2D, à 3D, ça doit être 6. En haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Alors en fait, il se trouve qu'on est capable de faire le calcul, pas seulement les mesures. Donc si on fait le calcul, en fait le calcul il est tout simple, c'est de dire qu'un filament, il passe toujours par un et un seul point sel, je vous l'ai dit. Un filament, il rejoint 2 pics en passant par un point sel. Donc en fait, la connectivité moyenne, ça va tout simplement être 2 fois le nombre de points sel divisé par le nombre de maxima, par définition. Et ça, je vous l'ai dit, le nombre de points sel, le nombre de maxima, c'est des choses qu'on est capable de calculer. Et à 2D, si vous vous rappelez, je vous ai dit, on a toujours 2 fois plus de points sel que de maxima. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Ah ben c'est exactement ce qu'on a mesuré, on est content. Donc maintenant à 3D, est-ce qu'à 3D c'est 6? En fait à 3D, c'est ce nombre-là, un petit peu biscornu, qui est à peu près égal à 6,11. Donc c'est pas tout à fait 6 en fait, c'est 6 et un petit quelque chose de plus. Donc c'est pas tout à fait cubique en fait à 3 dimensions. Donc après, si on aime les nombres comme moi, on peut s'amuser à le faire en n'importe quelle dimension. Donc là, je me suis amusée à faire le calcul en allant jusqu'à des dimensions de 12 ou 13, je ne sais plus. Donc vous avez la connectivité en fonction de la dimension ici. Donc à 2D, c'est 4, à 3D, c'est 6,11, et puis vous continuez comme ça. Et donc vous voyez que cette connectivité, elle augmente, et puis en fait, elle a l'air de suivre cette règle qui est écrite ici. Donc on a presque toujours un réseau cubique, donc 2 fois la dimension, mais on a toujours un défaut qui s'ajoute à ça, qui a un certain exposant critique, là, 7 quarts, qu'on n'est pas vraiment capable d'expliquer aujourd'hui. Mais donc, une des questions, ce serait de comprendre, est-ce qu'il y a un résultat asymptotique ici, par exemple, mathématiquement? Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles je travaille. Donc là, je vous ai parlé de connectivité moyenne. Bien sûr, même si la connectivité moyenne, c'est 6,11, chaque nœud ne va pas être connecté à 6,11 voisins. Il va y avoir plein de possibilités différentes. En moyenne, ce sera 6,11, mais en fait, la distribution de toutes les valeurs possibles, elle est donnée là. Donc vous voyez que en fait, cette connectivité, elle peut prendre des valeurs très différentes. Donc bien sûr, en moyenne, on va être toujours autour de 6, mais il y a des situations où on va pouvoir être connecté à 15, voire même 20 voisins. Donc on a une queue de distribution ici qui est très lourde. Cette connectivité, elle dépend aussi de la hauteur des pics. C'est ce que vous voyez ici. Donc là, j'ai changé la hauteur des pics et je vous montre la connectivité en fonction de la hauteur de ce pic. Donc, comme on s'y attend, plus le pic va être haut, plus il va être connecté à un nombre important de voisins. Plus on est haut, plus on est connecté. Alors, tout ce que je vous ai montré, c'était valable pour des champs gaussiens. Ça veut dire dans l'univers tel qu'il était il y a très longtemps, dans l'univers primordial, dans les conditions initiales de l'univers. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est qu'est-ce qui se passe quand des non-gaussianités apparaissent, quand l'univers évolue.
Alors initialement, dans l'univers, la connectivité, c'est 6,11. Mais quand l'univers évolue, donc là c'est une évolution temporelle d'il y a très longtemps à maintenant, ce que vous voyez, c'est que cette connectivité elle va diminuer. Ça, c'est dû au fait que les filaments vont fusionner au cours du temps. Donc les filaments fusionnent, on a de moins en moins de connexions cosmiques. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que cette décroissance de la connectivité cosmique, elle dépend du scénario cosmologique. Donc en fonction du modèle cosmologique que vous avez, cette diminution va changer. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça veut dire qu'on pourrait mesurer la connectivité cosmique et apprendre des choses sur l'histoire de l'univers. Donc bon, là, c'était une mesure dans une simulation numérique. Je vous passe le détail, mais on est aussi capable de faire une théorie en fait et de comprendre théoriquement comment cette connectivité cosmique évolue avec le temps. Alors aujourd'hui, on veut parler un petit peu de galaxies aussi. Donc jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas vraiment parlé de galaxies, mais donc vous voyez bien que quand on s'intéresse à la formation des galaxies, la question de la connectivité va être importante. Suivant si une galaxie est très connectée à son environnement ou très peu connectée, très détachée de son environnement, elle ne va pas évoluer de la même façon. Françoise Combes en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, beaucoup même tout à l'heure. Et donc, vous voyez que cette question de la connectivité elle va être importante pour les galaxies, mais il y a un caveat ici, qui est le fait que ce qui va compter pour une galaxie, ce n'est pas la connectivité à très grande échelle, mais c'est ce qui se passe localement autour d'elle. Ce qui compte, c'est combien elle a de filaments très proches d'elle. Et en fait, la situation, vous pouvez le voir sur cette image ici, ce qui se passe souvent, c'est que les filaments, ils bifurquent, même tout le temps. Donc, par exemple, on peut prendre un exemple ici. Vous voyez ici, vous avez un filament qui part et qui après bifurque en deux à cet endroit-là. Donc, si vous avez une galaxie ici, elle se moque en fait qu'ici il y ait une bifurcation. Ce qui compte, c'est que là, il n'y ait qu'un filament qui soit connecté à elle. Et donc, cette question-là, elle nous a fait développer un nouveau concept qui s'appelle la multiplicité, qu'on a appelé la multiplicité, et qui est en fait un décompte des filaments, mais localement, pour être vraiment proche des galaxies. Donc en fait, si vous réfléchissez un petit peu à cette question des points de bifurcation, en fait, vous vous rendez compte que des points de bifurcation, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps parce qu'un pic, si vous regardez suffisamment proche de lui, un pic, il est toujours ellipsoïdal. Ça veut dire que si vous regardez suffisamment près, il va toujours avoir uniquement deux branches de filaments qui s'échappent de lui. Après, des points de bifurcation vont apparaître. Donc peut-être je peux juste les matérialiser pour que ce soit plus facile. Par exemple, il y a un pic ici. Vous voyez que ce pic, il a 3 filaments qui s'échappent. En fait, si j'étais capable de zoomer très très près, j'en verrais 2. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier point de bifurcation qui bifurque en ces 2 branches qui sont ici, qui est tellement proche que je ne peux pas le voir avec la résolution que j'ai ici. Donc il y a des points de bifurcation qui sont en fait pas très pertinents physiquement. Ici, on a envie de dire qu'il n'y a pas de point de bifurcation, c'est juste qu'il y a 3 filaments. Donc suivant l'endroit où apparaissent ces points de bifurcation, ils vont être plus ou moins pertinents physiquement pour le devenir de cette galaxie. Ici, par exemple, vous voyez qu'il y a un point de bifurcation qui apparaît plus loin, et donc celui-ci, il va avoir de l'importance par contre. Donc par exemple, pour ce nœud-là, on a envie de dire qu'ici, il y a une multiplicité de 3. Donc on s'est intéressé à cet objet. Donc on peut faire en fait un petit peu toute la même étude pour cet objet qui s'appelle la multiplicité. Regardez que vaut cette multiplicité en moyenne. Donc c'est 3 à 2D, 4 à 3D par exemple. Regardez comment cette multiplicité elle se distribue. On voit que son support il est beaucoup plus étroit, la queue de distribution est beaucoup moins importante par exemple. Encore une fois, cette multiplicité, comme la connectivité, elle va dépendre de la hauteur des pics. Donc plus on est haut, plus on va être connecté à son environnement. Et c'est ça qui est important pour la formation des galaxies. En particulier, on peut voir, par exemple, si on regarde les halos dans une simulation de matière noire, quand on regarde la masse de ces halos, on va voir qu'en fonction de leur masse, les halos vont être plus ou moins connectés à leur environnement. Et donc ça, c'est un signe du fait que probablement, cette quantité, elle va être importante pour comprendre l'histoire d'assemblage des halos de matière noire et des galaxies. Et donc une question importante qu'il faut se poser, c'est par exemple, est-ce que si j'ai une galaxie qui est très connectée à son environnement, donc il y a beaucoup de filaments qui sont en train de la nourrir avec du gaz, donc il y a une accrétion de gaz qui provient de plein de directions différentes. Cette accrétion de gaz, elle va être quasiment isotrope au final, puisqu'il y a tellement de directions par lesquelles le gaz peut arriver. Dans ce cas-là,
acquérir du moment angulaire, par exemple, de façon cohérente, ça va être difficile. Et donc, construire des disques, ça va être difficile. Au contraire, si je suis dans un environnement qui est peu dense, qui est peu connecté, donc par exemple au milieu juste d'un filament, avec juste 2 branches qui s'échappent, là, je vais être capable d'accréter de la matière suivant des directions très privilégiées, donc de façon très anisotrope, et potentiellement pouvoir acquérir du moment angulaire de façon cohérente et construire des disques. Donc, par exemple, la morphologie d'une galaxie, c'est probablement une quantité qui va être touchée fortement par cette question de la connectivité cosmique. Donc, c'est un des endroits où on voit que l'environnement cosmique peut avoir un rôle important. Donc, une des choses qu'on a voulu faire aussi, c'était de comprendre est-ce qu'on était capable d'avoir une théorie de cette multiplicité. Donc, une théorie de l'environnement, de la connexion des galaxies à leur environnement. Et donc, pour ça, ce que j'ai développé, c'était de regarder, en fait, si on met une galaxie au milieu ici, donc on s'intéresse à comment les filaments s'échappent de cette galaxie. Donc ici, par exemple, vous voyez, très près, il y en a toujours 2, ensuite il y a des points de bifurcation. Ce qu'on peut faire, c'est regarder sur un cercle à une certaine distance et calculer combien il y a de filaments à cette distance-là. Donc ça, si on fait ça, en fait, ça revient à dire, on a envie de regarder, et c'est encore toujours une histoire de pic, on va compter en fait combien il y a de pics à 2 dimensions sur cette sphère. Et donc ça, c'est des calculs qu'on sait faire, encore une fois, la théorie des pics, on connaît ça très bien. Et donc ça, on est capable de le faire. Donc juste une petite illustration. Ici, vous avez le nombre de filaments en fonction de la distance à cet objet central, à ce pic central. Et en fonction de la hauteur de ce pic, donc est-ce qu'on est dans un environnement dense ou peu dense, ce nombre de filaments va changer. Et donc ça nous permet d'avoir des prédictions. Et par exemple, ici, vous voyez une comparaison entre cette prédiction théorique et la simulation, et ça marche très bien. Et pourquoi ce genre de petit modèle, c'est intéressant? C'est intéressant parce que quand on s'intéresse à la formation des galaxies, tous les filaments ne vont pas être importants. Ce qu'on a envie de retenir, c'est uniquement les filaments qui sont suffisamment denses pour apporter suffisamment de matière et avoir un rôle à jouer sur le devenir de cette galaxie. Donc on a envie de dire quelque chose sur le rôle que vont avoir ces filaments en fonction de leur densité. Donc ces filaments, sont-ils assez denses pour être pertinents pour la galaxie? Et ça, c'est des questions qu'on est capable d'adresser, qu'on est capable de se poser dans ce contexte, d'un point de vue purement théorique, sans avoir besoin de simulation numérique. Et donc par exemple ici, ce qui est représenté, c'est quel est le nombre de filaments, encore une fois en fonction de la distance, mais cette fois-ci, quand on met des seuils sur la densité à l'intérieur de ces filaments, pour être sûr que ces filaments soient importants. Et donc, ce que vous voyez, regardez juste les courbes jaunes ici, ce que vous voyez, c'est que maintenant, si on regarde uniquement ce qui est pertinent, donc ce qui est en jaune ici, ben en fait, cette courbe, elle stagne. Au lieu de monter comme ça et d'arriver à des valeurs très importantes du nombre de filaments, ces courbes stagnent. Et donc, typiquement, voilà, en fait, il y a toujours peut-être 3, disons 2 ou 3 filaments qui vont avoir un rôle à jouer. Donc, ce petit calcul que l'on sait faire, c'est tout simple, un bout de papier, un stylo. On est capable de montrer qu'en fait, typiquement, seulement 2 ou 3 filaments vont jouer un rôle. Et donc, si seulement 2 ou 3 filaments jouent un rôle, ça veut dire que typiquement, on va définir, avec 2 ou 3 directions, on va définir des plans d'accrétion. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les simulations numériques. On sait que typiquement, en effet, c'est 2 à 3 filaments qui comptent, qu'on va avoir des plans d'accrétion, des plans dans lesquels on va... Donc ça, c'est quelque chose qu'on a dans les simulations numériques. C'est aussi quelque chose qu'on voit dans les observations, ces plans de satellites autour des galaxies centrales. Et donc là, juste avec des petits calculs tout simples, on est capable en fait d'avoir une compréhension de pourquoi est-ce qu'on doit nécessairement arriver à cette situation où on a des plans d'accrétion, des plans de satellites autour des galaxies. Ok, donc dans le temps qui me reste, qui est assez court, je vais continuer à vous parler de galaxies. On va arrêter de parler de connectivité un petit peu, même si j'aime beaucoup ce sujet. Et je vais vous parler un petit peu plus en général de l'impact de la toile cosmique sur les propriétés des galaxies. Donc si vous regardez une simulation hydrodynamique comme celle-ci, donc ça c'est Horizon AGN dont je parlais tout à l'heure, ce que l'on voit, c'est qu'on a donc ces filaments de gaz, ces galaxies qui naissent, qui évoluent au sein de ces filaments. Et donc une question qu'on a envie de se poser, c'est bien entendu quel est le rôle de cet environnement si particulier sur la naissance et l'évolution des galaxies, sur les propriétés des galaxies telles qu'on les observe aujourd'hui. Donc il y a plusieurs façons d'aborder ce problème. Déjà, il y a des effets qui sont connus de longue date, on en a entendu parler juste avant. Par exemple,
on sait que suivant où se trouvent les galaxies dans la toile cosmique, elles vont être plus ou moins massives, plus ou moins elliptiques, former plus ou moins d'étoiles. Donc ça, c'est tout simplement juste, on sait qu'il y a en fait ce qu'on appelle un effet de densité. Donc si on est dans un environnement dense, on va avoir tendance à être plutôt une galaxie massive, plutôt une elliptique, et plutôt une galaxie passive qui ne forme plus d'étoiles. Donc ça, on en a beaucoup entendu parler juste avant. Donc ça, c'est simplement un effet de densité. Mais ce qui est frappant quand vous regardez l'image que je vous ai mise ici, c'est de constater que cette toile cosmique, elle est aussi anisotrope. Ce n'est pas juste un effet d'environnement, il y a aussi un effet de directionnalité très fort. On va avoir tendance à accréter de la matière le long de ces directions très privilégiées. Donc la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que ça aussi, ça a une influence sur la propriété des galaxies? Donc pas seulement la densité locale, mais la direction des filaments, par exemple. Donc pour comprendre l'effet de quelque chose qui a une directionnalité comme ça, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc la première, c'est de regarder des quantités qu'on va appeler des quantités scalaires, donc par exemple la masse, la couleur, des nombres. Et donc ça, c'est très difficile à faire. C'est très difficile parce que ces effets d'anisotropie, ça va être des effets qui sont fins, qui sont petits par rapport à l'effet dominant de la densité. Et donc les mesurer, ça va être quelque chose de très difficile. Donc c'est important, par exemple, aujourd'hui dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la question de ce qu'on appelle le biais d'assemblage. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on essaie de mesurer, mais qui sont difficiles à faire. Donc une autre façon plus simple, c'est de regarder des quantités qui elles-mêmes ont une direction. Donc par exemple, une quantité qui a une direction, ça peut être la forme d'une galaxie. Donc quelle est sa forme, dans quelle direction elle est allongée, par exemple. Ou quel est son axe de rotation. Un axe de rotation, ce que je vais appeler un spin, un moment angulaire intrinsèque, ça a une direction aussi. Donc ça, c'est des quantités qui vont tout de suite pouvoir nous aider ici. On va regarder par exemple, est-ce que la direction des galaxies est corrélée aux directions des filaments. Et donc si on fait ça, on se rend compte que, par exemple, les galaxies spirales, elles ont tendance en effet à avoir un axe de rotation, un spin, aligné avec la direction des filaments. Donc ça, c'est une première chose. On peut se rendre compte aussi que les galaxies elliptiques, elles sont étirées le long des filaments. Donc c'est ce que vous pouvez voir un petit peu ici. C'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Les galaxies elliptiques sont étirées le long des filaments. Donc vous voyez, ici, on regarde vraiment des questions de directionnalité. Donc ce que j'aimerais faire dans le temps qui me reste, c'est essayer de vous expliquer un petit peu physiquement pourquoi est-ce qu'il y a des effets comme ça qui apparaissent. Pourquoi est-ce que les galaxies spirales, elles ont leur axe de rotation qui dépend de la direction des filaments. Pourquoi est-ce que les galaxies elliptiques, elles vont être étirées aussi dans des directions privilégiées. Alors, ce qu'il faut déjà réaliser, c'est qu'on a ici deux processus très différents. Bon, un premier processus qui concerne les galaxies elliptiques, où là, on a des galaxies qui sont dominées non pas par leur axe de rotation, mais par le mouvement un peu désordonné de leur étoile. Et ce qui va se passer pour ce type d'objet, c'est que ces mouvements aléatoires, désordonnés d'étoiles, cette dispersion, toutes ces étoiles, elles vont subir l'effet des champs de marée. Donc si vous avez un champ de marée, donc vous avez une galaxie dans un champ de marée, ce champ de marée va avoir tendance à étirer ces trajectoires et donc à changer la forme de la galaxie, à l'étirer le long de ce champ de marée. Ça, c'est ce qu'on appelle le tidal stretching, donc l'étirement par les champs de marée. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne les galaxies elliptiques. Pour les galaxies spirales, c'est très différent. On n'est plus dominé par la dispersion, on est dominé ici par la rotation, donc par le spin, le moment angulaire de ces galaxies. Et donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas avoir un effet de tidal stretching, mais de ce qu'on appelle le tidal torquing, c'est-à-dire que les champs de marée, cette fois-ci, vont exercer un couple sur la galaxie, la mettre en rotation. Donc on a ces deux processus qui sont vraiment très différents. Ici, c'est un processus qu'on appelle d'ordre 1 et ici d'ordre 2. Et donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu pour chacun qu'est-ce que cela va produire par rapport à la toile cosmique. Donc dans le premier cas, donc on s'intéresse à cet étirement des galaxies par effet de marée. En fait, c'est vraiment un effet qu'on peut comprendre déjà dans les conditions initiales. Donc ici, ce que vous voyez en fait, c'est les conditions initiales de l'univers. Et je vous l'ai dit, dans les conditions initiales, il y a déjà toute l'information sur la toile cosmique.
Et ce que vous voyez en fait, ce qu'on a représenté, c'est tous les endroits de l'espace où on sait qu'il y a un halo de matière noire qui va se former. Et ce qu'on représente, ce n'est pas le halo de matière noire ici, c'est la forme du pic de densité initial. Je vous l'ai dit en introduction, ce qui compte pour la toile cosmique, c'est les pics initiaux et la forme de ces pics. Ben, ici, je vous montre en fait la forme des pics initiaux de densité. Et donc, ce qu'on voit, ce que je vous disais déjà un petit peu en introduction, c'est que cette asymétrie des pics initiaux, donc cette forme, ce n'est pas du tout une forme qui est orientée de façon aléatoire. Vous voyez qu'il y a une très forte corrélation entre la forme de ces pics et la direction des filaments qui vont se former. Donc vous voyez qu'un halo qui va se former ici, un halo qui va se former ici, ces deux objets, ils vont subir un champ de marée qui est très corrélé. Donc le champ de marée a une direction qui est corrélée sur de très grandes distances, qui est corrélée avec la toile cosmique. Et donc vous voyez que des objets qui vont se former ici ou là vont ressentir le même champ de marée, vont être étirés de la même façon par la toile cosmique. Ce qui va se passer, c'est que ces champs de marée vont étirer les objets de la même façon ici et là, tout ça le long des filaments. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tidal stretching. Le deuxième effet sur lequel je voudrais revenir un petit peu plus en détail, c'est cet effet de couple par les champs de marée. Donc pour comprendre cette idée, il faut déjà comprendre comment un objet, un halo, disons par exemple de matière noire, comment un halo peut acquérir du moment angulaire au cours de son histoire. Donc le scénario qu'on utilise ici, il s'appelle théorie des couples de marée. Donc l'idée c'est la suivante. Donc on va former un halo de matière noire plus tard dans l'histoire de l'univers. Maintenant, si on regarde d'où ce halo provient dans les conditions initiales, ben c'est une petite fluctuation de densité, toute petite, mais qui a une certaine forme. Donc cette petite fluctuation, je vous l'avais dit tout à l'heure, on peut y penser comme un certain ellipsoïde avec trois axes différents, un certain ellipsoïde initial. Donc c'est ce que j'ai représenté en bleu ici. Cet ellipsoïde, il est entouré par plein de matière dans les conditions initiales. Donc la distribution de matière autour de lui, ça crée des champs de marée. Et donc l'influence de ces champs de marée, ça peut être aussi représenté par un autre ellipsoïde, c'est ce que je vous montrais juste avant, que j'ai représenté en rose ici. Donc vous avez un halo qui a une certaine forme initialement, en bleu, qui vit dans un environnement qui a cette forme-là en rose. Ce qui va se passer, c'est que quand cet objet bleu va évoluer, il va ressentir l'effet de ces champs de marée en rose, et comme vous voyez qu'ils ne sont pas bien alignés, ce champ de marée rose va exercer un couple sur cet objet, et en fait, quand il va évoluer, ça va lui donner du moment angulaire. Vous voyez, il y a un couple qui va s'exercer, et c'est ça qui crée le moment angulaire. Donc le plus cet objet est désaligné par rapport au champ de marée, le plus il va pouvoir acquérir du moment angulaire. Donc ça, c'est ce qui est en fait donné par cette formule-là, où le désalignement, ça se traduit par ce qu'on appelle une contraction antisymétrique de cette forme initiale et de ce tenseur de marée initial. Donc c'est comme ça que des objets vont pouvoir acquérir du moment angulaire, en tout cas jusqu'à leur temps de formation. Donc maintenant qu'on a compris, qu'on a réussi à mettre en équation cette acquisition de moment angulaire, la question c'est comment ce moment angulaire il est affecté par la toile cosmique. Mais il va être affecté par la toile cosmique parce que la toile cosmique induit des champs de marée qui eux-mêmes vont donner plus ou moins de moments angulaires et avec une certaine direction. Donc pour étudier cette question, on peut utiliser des simulations numériques. Donc par exemple, ici, on avait utilisé une simulation de matière noire. Donc c'est beaucoup plus facile, bien sûr, qu'une simu hydro. On a des très grands volumes, beaucoup de statistiques. Ici, par exemple, c'était une simulation où on a 73 millions de halos, ce qui nous permet vraiment de pouvoir faire des analyses statistiques très poussées. Et donc pour chacun de ces halos, on a en fait mesuré l'angle entre le spin de ce halo de matière noire, sa rotation, son axe de rotation, et la direction des filaments, tels qu'on peut les extraire avec nos algorithmes d'extraction de filaments. Et donc voici ce qu'on obtient. Donc s'il n'y avait aucun alignement entre le spin des halos et la toile cosmique, on obtiendrait ici une distribution pour cet angle qui est à peu près 1. Et en fait, ce que vous voyez par ces courbes, c'est que ce n'est pas 1. En fait, on a un effet qui dépend de la masse. Donc quand on a un objet qui est assez peu massif, donc en rouge ici, ce qu'on voit, c'est que le spin va avoir tendance à s'aligner avec les filaments,
Alors que si on devient plus massif, en bleu ici, on a comme une transition de phase et en fait le spin devient maintenant perpendiculaire à l'axe des filaments, avec une transition autour de 5, 10, 12 masses solaires à peu près. Donc ça c'est ce qu'on mesure, mais mesurer dans une simulation ne veut pas dire comprendre. Donc comment est-ce qu'on comprend cette bascule du spin et ces alignements de spin? En fait ce qui se passe, c'est qu'on a des halos qui vont se former par générations successives. Donc on va avoir une première génération de petits halos, de halos faiblement massifs, donc de petites masses, qui vont se former dans un premier temps et qui vont se former au même moment où les filaments se forment. Donc comment un filament se forme? Il se forme parce que de la matière s'écoule des murs, coule dans les murs pour former un filament. Donc c'est ce que vous voyez ici, vous avez de la matière qui s'écoule dans les murs qui sont sur les côtés pour former le filament qui est en train de se former le long de cette ligne rouge. Et en fait, ce processus de matière qui coule dans les murs pour former un filament, ça va créer naturellement un champ de vorticité dans le filament aligné avec l'axe du filament. C'est comme un enroulement des murs pour former un filament. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut voir assez facilement. Si vous prenez une simulation numérique et que vous mesurez la vorticité dans cette simulation numérique, donc c'est ce qui est montré par ces petites flèches ici, vous voyez que la vorticité, elle est en effet alignée avec l'axe de ce gros filament. Il n'y a pas de vorticité en dehors, bien entendu, puisqu'il faut être dans des régions multiflow. Et il y a des couleurs différentes ici. Donc en bleu, les flèches elles vont dans une direction le long du filament et en rouge dans l'autre direction. Donc ce qu'on voit, si on fait une coupe perpendiculaire à ce filament, c'est qu'en fait on va avoir 4 cadrans qui ont des orientations de la vorticité différentes. Et en fait, les frontières de ces cadrans, ce sont les murs. Donc c'est bien parce qu'on coule des murs pour former ce filament qu'on va former cette vorticité alignée avec l'axe des filaments. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on peut aussi prédire. Il y a des prédictions théoriques pour ce genre d'alignement qui ont été faites dans les années 90, au moins à 2 dimensions. Donc, on a une génération de vorticité alignée avec les filaments. Et si on forme des petits halos à ce moment-là, ces petits halos, ils sont pris dans ces champs de vorticité. Et donc, ils vont eux-mêmes tourner avec une rotation correspondante et donc avoir un spin qui est aussi aligné avec l'axe des filaments. Donc on a formé cette première génération de halos avec du spin aligné avec l'axe des filaments. Ce qui se passe ensuite, c'est que la matière va couler à l'intérieur des filaments jusqu'au nœud. Et ce qu'on va voir, c'est que certains de ces halos vont se rattraper, vont fusionner pour former des halos plus gros, des halos plus massifs. C'est la formation hiérarchique des structures. Et pendant qu'ils fusionnent le long des filaments, qu'est-ce qu'il va se passer? On a un mouvement le long des filaments, 2 objets qui fusionnent. Ils vont convertir leur moment angulaire orbital en spin. Et donc, par définition de ce que c'est un moment angulaire, le spin qu'on va pouvoir acquérir par ce processus, il est perpendiculaire à l'axe des filaments. Donc, le plus on fusionne le long des filaments, le plus on peut acquérir du moment angulaire perpendiculaire. Et en même temps, le plus on devient massif. Et donc, c'est comme ça qu'on passe d'un spin aligné à un spin perpendiculaire à l'axe des filaments. Donc bien sûr, ici, je vous ai parlé de halos de matière noire. Je ne vous ai pas parlé de galaxies, mais en fait, depuis peu, on est capable de faire ces mesures dans des simulations hydrodynamiques et on voit exactement le même genre de choses. Donc des galaxies spirales peu massives qui ont un spin aligné avec l'axe des filaments et des galaxies elliptiques plus massives qui deviennent de plus en plus, qui ont un spin de plus en plus perpendiculaire à l'axe des filaments. Donc maintenant, on comprend vraiment les processus physiques qui sont derrière ce genre d'alignement de galaxies. On est capable de les modéliser et je ne vous l'ai pas dit ici, mais on est capable aussi d'avoir des modèles théoriques explicites et de faire des prédictions qui sont en complet accord avec les simulations numériques. Et donc je vais finir juste en mentionnant le fait que ces alignements de galaxies, non seulement ils sont importants pour comprendre la formation des galaxies, mais ils sont aussi importants pour la cosmologie. Et en particulier, vous le savez peut-être, on est en train de construire des relevés de galaxies. En particulier en France, on est en train de préparer la mission Euclide, notamment dans mon laboratoire, qu'on va lancer dans l'espace d'ici quelques années pour cartographier les galaxies et utiliser un effet qui s'appelle l'effet de l'antillage gravitationnel ou d'astigmatisme cosmique pour faire de la cosmologie. Donc l'idée ici, c'est que la distribution de matière dans l'univers va défléchir les photons entre le moment où ils sont émis par les galaxies et le moment où on les reçoit sur nos télescopes et mesurer
déflexion de la lumière, qui se traduit par le fait que les galaxies vont être légèrement déformées, ça nous permet justement d'avoir une information sur la distribution de matière dans l'univers et donc sur la cosmologie. Et donc quand on fait ça, en fait, on observe des phénomènes qui sont un petit peu comme ce que vous avez ici sur cette image. Bon, ici, c'est une lentille forte pour accentuer le phénomène. Vous avez un objet très massif sur la ligne de visée et les galaxies d'arrière-plan qui sont en bleu ici, qui vont être déformées de par la présence de cet objet très massif. Donc vous voyez qu'elles vont acquérir une déformation tangentielle du fait de ce cosmic shear, ce cisaillement gravitationnel que l'on veut mesurer pour faire de la cosmologie. Le problème, c'est que vous voyez que ce genre de signal que l'on cherche à mesurer, il va être pollué par les alignements intrinsèques des galaxies dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Et donc, caractériser, être capable de modéliser ces alignements de galaxies, c'est très important pour débiaiser, pour décontaminer les mesures cosmologiques que l'on va pouvoir faire avec ces futures missions comme Euclide. Donc, juste pour vous donner une petite une idée en fait du type de phénomène que l'on a ici. Ici, vous avez ce qu'on appelle des forecasts, donc les contraintes que l'on va pouvoir mettre sur notre modèle cosmologique avec une mission comme Euclide. Et en particulier ici, on a cette contrainte de paramètres qui caractérise l'énergie sombre, donc, qui est vraiment la chose que l'on cherche avec Euclide. Et donc, vous voyez ici, typiquement, les contours, donc les contraintes qu'on va pouvoir mettre sur ces paramètres avec Euclide dans le cas où il n'y a pas d'alignement intrinsèque. Sauf qu'on sait qu'il y a des alignements intrinsèques dans l'univers. Et le problème, c'est que s'il y a des alignements intrinsèques et qu'on n'en tient pas compte dans notre analyse, voici les contraintes que l'on va obtenir. Donc vous voyez qu'au lieu d'obtenir ici ce point-là, qui veut dire qu'en fait on a une simple constante cosmologique pour l'énergie sombre, si on oublie les alignements intrinsèques, on oublie qu'ils sont là alors qu'en fait ils y sont, voici la contrainte que l'on va obtenir. C'est-à-dire qu'on va croire détecter une forme d'énergie sombre avec une équation d'état très mystérieuse, alors qu'en fait, on sera juste en train de se tromper dans notre analyse parce qu'on aura oublié que les galaxies sont corrélées à la toile cosmique. Donc c'est vraiment un effet qui est très important et que l'on a besoin de modéliser très finement. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'aurais bien aimé en dire un petit peu plus sur la cosmologie, parce qu'en fait, cette toile cosmique, c'est pas seulement une contamination, bien sûr. Ici, c'est ce dont j'ai parlé, mais c'est une incroyable source d'informations cosmologiques. Et donc, avec ces missions comme Euclide, LSST, etc., on va utiliser la toile cosmique comme un outil pour aussi extraire de l'information sur l'univers, comprendre quelle est cette énergie sombre qui est le moteur de l'accélération de l'expansion cosmique, essayer d'en savoir un petit peu plus sur son équation d'état en particulier, comprendre des choses sur la matière noire, sur les neutrinos, etc. Et donc, même si je n'ai pas eu le temps d'en parler ici, je voulais quand même insister sur le fait que toute cette toile cosmique, cette modélisation que l'on fait, elle va être très importante dans ce contexte, elle va nous permettre d'en apprendre davantage sur l'univers, et c'est vraiment quelque chose qui va se faire dans les années qui arrivent. C'est vraiment... la mission Euclide, par exemple, c'est dans 3 ans. Donc on est vraiment en train de parler d'une science qui est en train de se faire aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention.